Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Dans quel état d'esprit il est, Jean-Hervé, là, en cette rentrée? On va parler juste après du plan de relance. Juste avant, on évoquait ce mauvais cash qu'ont les entreprises. Elles ont du cash, mais parce qu'il y a beaucoup de dépenses à venir, que ce soit les remboursements de cotisations sociales, fiscales, les emprunts, etc. Mais comment juge la conjoncture en cette rentrée? Moi, je m'interroge. Je l'ai dit, enfin, on a eu le rebond de l'activité. Est-ce que c'est pas en train, on n'est pas entré, il n'y a pas un essoufflement aujourd'hui de l'activité en France? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous voulez, l'état d'esprit, votre état d'esprit. Disons que je suis assez inquiet. Ce qui pour un optimiste est quand même toujours un signe de rupture psychologique. Je suis inquiet parce que ce qu'a dit Denis Ferrand et ce que dit la note de conjoncture, c'est au fond ce qu'on a appelé la racine carrée, c'est-à-dire qu'on a redémarré. Il y a une espèce de reprise, de rattrapage. Enfin, il a très bien exprimé les choses. Reprise en aile, voilà, en aile d'oiseau. C'est l'image du gouverneur de la Banque de France là, qui était là sur ce plateau avec nous. L'idée, voilà, c'est encore plus intéressant que la racine carrée parce qu'il y a une espèce de platification de l'aile. Enfin, voilà, tout ça me paraît d'une subtilité par rapport à la réalité j'allais dire, donc inquiet, pourquoi inquiet? D'une situation qui sera quand même assez largement déterminée par le plan de relance dont on va parler, qui est quand même tout à fait significatif et qui doit s'accompagner, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure avec Denis Ferrand, avec cette idée qu'on arrive par un moyen ou par un autre à débloquer une partie des 100 milliards d'épargne qui sont cette épargne de précaution. C'est ça le sujet clé. Et comment on fait pour les débloquer? C'est marrant de dire ça. Ok, on a compris, le gouvernement nous a dit pas de hausse d'impôts jusqu'en 2022. Moi, ministre de l'économie, Bruno Le Maire a dit il n'y aura pas de hausse d'impôts. C'est suffisant pour pousser les Français alors qu'il y a un rebond des cas de contamination. Vous me direz, il y a les cas de contamination, j'en parlais avec Alain Minc, et il y a aussi le nombre de morts. Vous voyez qu'il y a quand même. Là, on se posait la question de savoir sur ce déséquilibre entre cette peur qu'on a aujourd'hui d'être contaminé et de suivre les cas de contamination par rapport à la réalité du mal, à savoir le nombre de morts au quotidien qui, pour l'instant, est très faible. Oui, moi je ne suis pas compétent et je dois dire que je finis par être un peu fatigué de tous ces médecins. Je ne savais pas qu'Alain Minc était aussi un professeur de médecine. Mais, non, il parlait du décalage entre la peur et le nombre de morts au quotidien. Mais moi je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le fait, pour essayer de débloquer les 100 milliards, qui à mon avis est la troisième étape, première étape, de ce qu'a fait le gouvernement, et très bien d'ailleurs, ça a été protégé. C'est 3 mois, ça a dû coûter entre 50 et 60 milliards d'euros. Ouais. Ils l'ont très bien fait, ça a été rapide, efficace. Deuxième étape, le plan de relance. Sur 100 milliards, d'ailleurs, sur 100 milliards, pardon, mais il y en a que 30 qui seront décaissés, engagés en 2021. Je ne sais plus qui me disait, mais l'année cruciale, c'est 2021. Pourquoi ne pas mettre plus d'oseille en 2021? 30 sur 100, c'est un tiers. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements et que l'investissement, ça prend du temps. Donc c'est ça la réalité. Et en plus, je ne suis pas d'accord sur le chiffre de 30. Je pense qu'il sera supérieur. En même temps. Oui, mais je suis, vous voyez, je suis très libre d'esprit. Et donc, je pense que ce sera heureusement un peu supérieur à ça. Et puis, ça c'est la deuxième étape, et objectivement, les Français sont assez pour, ça compte beaucoup, l'adhésion des Français dans cette opération de crédibilité du plan de relance. Et puis, il y a la troisième étape, qui, j'espère, va venir mais il va trop vite, une seconde, Jean-Hervé, sur rendre aux Français, insuffler de la confiance et les pousser à dépenser ces 100 milliards d'euros. C'est autant que le plan de relance qu'ils ont mis de côté. Comprenez, vous avez vu qu'il y a quand même un chômage qui a augmenté, voilà. Et alors. Au-delà de dire on n'augmente pas les impôts pendant 2 ans. Comment est-ce qu'on fait? D'abord, on a un discours de confiance. Il est clair d'ailleurs qu'à un moment, il faudra mettre un peu la pédale douce sur l'aspect sanitaire, parce que c'est pas comme ça il faut maintenir la rigueur, comme on va le faire d'ailleurs aux rencontres d'Aix à la fin de la semaine. Oui. Très très sérieux. On en parle après. Mais on va pas vivre. Il faut aussi un tout petit peu. Il faut trouver un équilibre. Deuxième sujet, il ne vous a pas échappé qu'il manque dans ce plan, qui est bien fait, je ne suis pas en train de le critiquer, mais il a des manques, comme toute chose humaine, il manque une affaire de logement. Et que c'est un sujet sur lequel on voit bien qu'on peut relancer de manière assez rapide l'utilisation de l'épargne des gens. Ça n'est pas dans le plan. Et vous savez que cette année, au-delà même du Covid, on est sur un trend de production de logements neufs qui est extrêmement faible, qui ne correspond absolument pas à ce dont les Français ont besoin. Donc,
je supplie. C'est un angle mort, c'est délibéré de la part du gouvernement de Je pense que je ne sais pas si c'est un angle mort, j'aime bien cette expression, c'est un angle mort pour le président de la République. Depuis le début, il pense que c'est de la rente, il y a un petit problème sur le sujet du logement. On n'arrive pas à s'en sortir. Le fait qu'il n'y ait pas grand-chose, ça que on ne fait pas grand-chose sur le logement. Dans le plan de relance, le fait qu'il n'y ait pas grand-chose ou rien, pour vous, c'est une erreur? Il n'y a rien depuis, il n'y a rien en logement depuis 3 ans. On n'arrive pas à faire décoller, on a besoin de 500 000 logements par an. Donc il faut trouver toutes les modalités, le prix de, vous le savez, on connaît tout, le prix du foncier, le fait qu'on booste un peu les maires qui tiennent tellement à leur équilibre politique, le fait qu'on commence à essayer de construire, j'allais dire de manière un peu moins chère, enfin, etc., etc., etc. Il y a toute une série de mesures qui sont fondamentales, qui ne sont pas prises. Donc ça, c'est ça, premier aspect. Deuxième aspect, il faut peut-être s'inspirer de ce qui a été fait de manière assez habile sur le véhicule électrique. Ça a bien marché, d'ailleurs un peu de boost. En termes de primes? En termes de primes. Ouais. Il faut peut-être... Mais tout ça, ça va venir, j'espère que ça va venir. Moi, les 200 000 primes ont été consommées, ont été utilisées, il n'y en a plus déjà. Ça y est, on est revenu au stade d'avant où c'est moins généreux. Voilà, mais regardez, il y a une entreprise, je tiens à préciser que je ne suis payé par personne, et quand je cite le nom d'une entreprise, c'est parce que je trouve que ce qu'ils font est pas mal. Ils ont convaincu Edenred, qui s'occupe du chèque restaurant, des tickets restaurants. Ils ont réussi à faire grimper le montant de prise en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont plus au restaurant. C'est très insuffisant. Mais cette mécanique qui consiste finalement à donner des coups de pouce dans des consommations diverses et variées. Tout à l'heure, Denis Ferrand a indiqué que les services sont absolument dans une situation dramatique. Il est clair qu'il faut trouver des modalités Donc astucieuses. Sur 100 milliards, il n'y en a pas assez c'est une des critiques qu'on entend, notamment des syndicats, en dire que le compte n'y est pas pour la consommation, pour les ménages dans ce plan, qui est surtout un plan d'investissement et de soutien aux entreprises. Attendez, ces critiques m'exaspèrent. Premier sujet, qui de temps en temps reconnaissent que ce qui a été bien fait dans les 6 derniers mois. Deuxième sujet, ce plan, accepté par une immense majorité des Français, est un plan qui repose sur l'idée qu'il faut à tout prix sauver et développer notre appareil productif tout en faisant un peu de production pour l'avenir, tout ce qui est dans l'environnement, etc. Et c'est valorisé par les Français. Moi, je veux bien que les gens ne soient pas contents, et 100 milliards, c'est pas si mal que ça. Alain Minc disait, à votre place, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Oui, je veux dire, je lui propose, non seulement les professeurs de médecine, mais qu'il mette un peu d'épargne, de sa propre épargne dans le dispositif. Non, mais la BCE est là. Elle finance, c'était pas l'occasion d'aller encore plus loin et de non, qu'il soit encore plus massif, le plan. Attendez, c'est déjà géant, ce plan qui ne dure pas de 100 milliards, puisque j'enlève les 11 milliards de programmes pour les investissements d'avenir qui étaient déjà dans l'affaire. Mais c'est très important, c'est bien calibré, c'est bien réparti, c'est un pari qui repose sur plutôt une politique de l'offre. Et je pense, je suis convaincu que ce gouvernement, dont je ne suis pas, je veux dire, obligatoirement admiratif à 100%. Mais je pense que, assez naturellement, non, je veux dire, je suis très indépendant. Je pense qu'on va passer à la phase des 100 milliards d'épargne. Et je crois j'espère qu'on va sortir un plan logement, j'espère qu'on va trouver des méthodes type, je booste notamment dans les services, des activités. L'idée d'augmenter ou d'utiliser des méthodes type chèque restaurant, ticket restaurant, c'est très habile. Et je trouve que ça a relativement bien marché. Donc on augmente la capacité finalement d'utiliser. Et s'il faut en sortir 40 comme ça, c'est comme ça qu'on va en sortir. Et donc, pour aider, encore une fois, aider les ménages à consommer. C'est ça l'idée. Pour aider les ménages à consommer et sortir. Et si on fait ça, il est sympa, Jean Hervé, il me dit d'un côté, oui, c'est bien dimensionné, c'est bien calibré, la répartition entre politique de soutien aux entreprises, l'offre, la demande, et en même temps, vous me dites, ah ben non, pour le niveau de la demande, il faudrait avoir d'autres idées plus ingénieuses. Parce qu'au lieu de critiquer de manière comme on aime tellement le faire dans notre pays, commencer à dire, on se dit, ils ont bien fait leur première étape, ils ont bien fait leur deuxième étape, parce que ce plan, je fais partie de 70% de Français qui trouvent que c'est pas mal. Et puis maintenant, c'est clair, évident qu'il y a une troisième étape à monter, qui est une étape qui portera plus sur la partie réutiliser
le dispositif, le montage, les 100 milliards d'épargne, et je propose le logement, parce que je pense que c'est un petit manque du dispositif, et donc je suis très constructif, et je pense que ça ne remet en rien en cause l'idée de l'équilibre général, et du fait qu'en gros, les 100 milliards, c'est ce qu'il fallait mettre. Peut-être qu'il faut donner un petit coup de boost fiscal, mais on verra bien sur le logement. Mais le logement, c'est d'abord un problème foncier, c'est un problème de booster ce que fait la Caisse des dépôts en matière de logement intermédiaire. Ils vont faire 40 000 logements, il ne faut pas en faire 40 000, il faut peut-être doubler. Vous voyez, on peut le faire intelligemment. Ce n'est pas forcément uniquement une question d'argent, c'est une question d'une politique du logement. Ouais, c'est un mal endémique en France, ça, mais bref. Donc vous voyez, on peut à la fois considérer qu'un truc est bien fait, et puis souhaiter que ce n'est pas la fin, l'histoire du monde ne s'est pas arrêtée il y a une semaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant parce qu'en fait, on parle de plan de relance, mais en fait, c'est un plan d'investissement. Oui, c'est un plan d'investissement. Avec un tiers qui sera engagé, a priori, c'est ce que dit le ministre, en 2021. Il y a 20 milliards pour les entreprises. Encore que Agnès Verdier me disait, mais 20 milliards de baisse d'impôts de production, il faut arrêter, c'est 10 milliards d'euros tous les ans. C'est 20 milliards sur 2 ans si elle est pérennisée, mais c'est 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Mais Mme Agnès Verdier est totalement forte en arithmétique. Non, mais on parle de 20 milliards, mais en fait, c'est 10 milliards. Non, mais je veux dire, ils mettent dans cette affaire, pour les comptes des entreprises, ça fera sur 2 ans moins 20 milliards. On se dit quoi? On peut toujours expliquer que... Non, mais la question, c'est est-ce que c'était la meilleure solution sur les deniers publics pour relancer l'emploi, relancer l'activité, que de baisser ses impôts de production? Oui, je pense que la logique est pas un meilleur usage à faire. Je veux dire, mais moi je veux bien qu'on explique... Si la priorité c'est l'emploi, parce que 160 000 emplois créés, nous dit Jean Castex en 2021, pour 100 milliards d'euros ou même 30 milliards d'euros de dépensés en 2021, ça fait cher le job, quoi. Non, je veux dire, non, vous posez, cher ami, me semble-t-il, de manière un tout petit peu, c'est normal, un peu critique, mais je trouve que moi, je rencontre plein de gens, j'ai envie de leur dire chaque fois, et vous, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre idée, Madame Melinier? Vous devez avoir une idée formidable pour organiser, au-delà de rajouter 1 heure de cours aux profs ou des trucs dans ce genre-là. C'est très compliqué, c'est le problème le plus compliqué. Il y a un pari qui consiste à dire, je maintiens l'appareil productif français, j'essaie d'en sauver tout ce qui est sauvable, et je vais vous dire, c'est pas évident, vous allez voir dans les mois qui viennent. Denis, tout à l'heure, l'a très bien expliqué. On est dans une logique qui est une logique où des milliers d'entreprises peuvent disparaître. Et deuxième aspect, j'essaie de commencer à redonner un peu de souffle, comme j'allais dire, un souffle et un esprit. On porte au fond l'idée qu'on bâtit un bout de la croissance de demain. Et par ailleurs, dans le côté protection et maintien des entreprises, je baisse ces impôts de production dont chacun sait, quelle que soit la position sur la fiscalité, qui sont les plus bêtes du monde, puisqu'ils consistent à prélever quels que soient les résultats d'une entreprise. Avant même d'avoir gagné le premier cent. Avant même d'avoir gagné un centime. Donc, c'est une... Et puis quand on se compare aux autres pays, on a vraiment, de ce point de vue-là, en tout cas, du point de vue des impôts de production, on a un taux qui est bien plus élevé que nos voisins. Bravo, je veux dire, bravo. Et ça fait 10 milliards, plus 10 milliards. Bon. Voilà. Quand Bruno Le Maire dit qu'il est convaincu, on prend un peu de hauteur, Jean-Hervé, qu'en 2022, on retrouvera, ce qu'il nous a dit quand on l'a vu, ça c'était à la rêve du MEDEF il y a quelques jours, il est convaincu que grâce à ce plan de relance, on retrouvera en 2022, on aura gommé les effets de la crise, on va dire, en 2022. Alors, l'expression, là, il faut être très précis. Est-ce qu'on aura retrouvé notre niveau de vie, de développement d'avant, en gros de décembre 2019, d'avant la crise? Ce que, admettons peut-être à la fin 2022, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur les crises, donc je sais à quel point les sorties de crise sont longues, beaucoup plus longues que ce qu'on croit, on pense toujours. Vous savez, la guerre fraîche et joyeuse et la sortie de crise fraîche et joyeuse. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Moi, j'estime que si tout se passe bien, s'il n'y a pas de pépin, on sortira en fin de 2022 au niveau de ce qui était la fin de l'année 2019. Mais on aura perdu. Mais on a perdu. Je suis heureux. On aura perdu, disons, 3 points de croissance, si j'admets qu'on faisait 1 point de croissance sur ces années-là. Donc, on aura perdu 2020, 2021, 2022, ce qui est non négligeable. Donc, arrêtons de dire on aura récupéré tout. Non, de toute façon, on aura perdu ce qu'on aurait pu faire si on avait eu une croissance en 2020, 2021 et 2022. Tous ces sujets feront l'objet de discussions ce week-end aux rencontres économiques d'Aix. Année particulière, il y en a 2 cette année. Alors, il y avait eu celle
à Paris, les rencontres Aix-sur-Seine. Pourquoi remettre le couvert ce week-end? D'ailleurs, on sera présent, notamment, évidemment, avec Programmation Boursorama, on sera présent. D'abord, l'idée, au fond, d'évaluer. Nous avons fait beaucoup de propositions. Certaines ont été reprises. Et certaines, moi, par exemple, sur la priorité des jeunes. C'est pas mal. C'est l'idée qu'on met le paquet sur les jeunes. On l'avait évoqué ensemble ici. On l'avait évoqué ensemble. Et Dieu sait si on a... 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros. Maintenant, il faut qu'ils précisent bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas si mal que... Qu'est-ce qui n'a pas été repris? Qu'est-ce qui n'a pas été repris? Dans l'histoire des jeunes, on était sur le service, par exemple, sur le service civil, qui n'est pas une mauvaise idée. Nous disions qu'il fallait augmenter de manière assez significative la rémunération des gens qui font le service civil et le mettre au niveau du RSA. Je pense, deuxième aspect, c'est qu'il faudra peut-être dépasser 7 milliards parce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui ne vont pas trouver d'emploi. Je suis très favorable à l'idée qu'on leur donne une année de plus de formation, mais je pense qu'il faut commencer à rémunérer cette année de formation. Malheureusement, il faut former tous ceux qui vont changer de job dans leur vie professionnelle, plus tous ces jeunes, l'appareil éducatif français n'est pas dimensionné pour faire ça. Pardon, c'est louable votre idée, mais pratiquement, on ne sait pas faire. Oui, mais je suis convaincu, si vous voulez, tout ça repose sur l'idée que tout le monde se remonte un peu les manches. Et si on ne se remonte pas les manches, je vais vous dire, s'il n'y a pas une espèce de volonté collective de sortir de cette situation de notre pays, il me semble que ce n'est pas impossible, mais si on y arrive, si cette volonté n'existe pas, il est clair qu'on va s'enfoncer. Donc je pars du principe que, au fond, il y a quand même beaucoup de bonne volonté dans cette affaire d'un peu partout. Je suis convaincu que, j'allais dire, les différents acteurs sont assez conscients de la gravité de la situation et assez conscients du fait qu'il faut des efforts. Et donc pourquoi une deuxième session des rencontres économiques ? Alors la deuxième session, c'est on a fait des propositions. On ne reprend pas des rencontres avec 2000 ou 3000 personnes, mais on ne prend que, crise sanitaire oblige, 300 personnes qui sont pour partie des chefs d'entreprise, et il y en aura un assez grand nombre, plus pour partie pas mal d'économistes, pour partie des hommes et femmes de médias du top niveau mondial, vous en faites partie, et on va essayer d'évaluer la situation mondiale, européenne et française, donc un diagnostic. On a 9 thèmes qui vont être évoqués, donc il y a un aspect très séminaire dans cette affaire-là. Vous êtes discret sur le nom des participants? Pardon? Vous êtes discret sur le nom des participants? Qui y aura en grand patron? Je ne sais pas, il y a Jean-Dominique Sénard, il y a Jean-Pierre Clamadieu, oui, il y en a. Enfin, moi, président Safran aussi, qui sera là. Président de Safran, il y aura Ross McInnes, il y aura beaucoup de présidents. Il y a le président du BS, Jean-Frédéric Deleuze. Et vous allez avoir dans Augustin Romanet aussi qui sera là-bas. Qui? Augustin Romanet. Augustin Romanet, enfin tout ça va être On va interviewer top. D'ailleurs. J'ai peur d'en oublier, c'est pour ça que je suis si prudent. Et par ailleurs, dans les 9 thèmes, donc la forme sera plus celle d'un séminaire, des interventions d'une vingtaine de minutes, débattues après, comme dans le cas d'un séminaire, mais il y aura M. Raymond Soubi, il y aura François Sureau, vous voyez, sur les libertés, il y a 2 chefs ministres qui donneront le point de vue, Mme Agnès Pannier-Runacher et Mme Borne. Sur les problèmes d'emploi. Vous aurez quelques interventions majeures de membres du service économiste, Christian de Boissieu, Jean Pisani, Jean-Paul Paulin, etc., sur la dette. Non, ça va être absolument top. Jean-Pierre Clamadieu, ça tombe bien parce qu'on était avec lui, on a les images au MEDEF, c'était juste avant. Ce raid, je voulais avoir votre position, encore une fois, c'est quand même intéressant, c'est le feuilleton industriel de cette rentrée. Veolia et Suez, qui maintenant qu'on a eu la réaction officielle dans le Figaro de Bertrand Camus, qu'on avait aussi interviewé au MEDEF, engagé dans une bataille sans merci. Là, pour le coup, les coups ne sont plus feutrés. Le directeur général de Suez qui a jugé l'offre aberrante de Veolia et funeste pour la France. Vous avez le sentiment que les positions sont aujourd'hui irréconciliables entre les 2 patrons? Vous savez, je suis plus vous n'en êtes pas à votre première bataille boursière. Les trois entreprises que j'adore sont des partenaires des... donc il ne veut pas dire de conneries, c'est ça? Donc je suis... Ma conviction, c'est qu'il y a un problème... Non, mais vous voyez, je ne vais pas beaucoup m'engager. Il n'est pas tout le temps critique. Oui, mais il y a de toute façon un problème de prix, et de toute façon, le prix va évoluer, de mon point de vue. Mais ça a du sens, parce qu'on a vu le gouvernement être plutôt favorable. Jean Castex a dit ça a du sens, cette opération. On comprend qu'il y a un feu qui n'est peut-être pas vert, mais qui est orange-vert. Ils sont favorables. Et moi, ce qui m'intéressera, c'est de voir
dans les jours qui viennent l'évolution des prix et les réactions par rapport à l'évolution des prix. Ouais, donc il veut pas se mouiller. Non, mais ce feuilleton, il va. Attendez, je mouille déjà beaucoup. Je suis en train de vous dire. Il dit oui, c'est pas ça, il faut surenchérir. Ok, oui, effectivement. Non, mais je pense que les positions évolueront en fonction que le rôle des prix sera très important. L'histoire n'est pas écrite dans cette affaire. L'histoire n'est pas écrite dans le sens où comment ce feuilleton peut se terminer. Est-ce qu'on fait un premier un leader mondial incontesté, ou est-ce qu'on fait une concurrence avec deux grands Français? Ce qui est rare dans une industrie d'avoir deux Français qui sont deux leaders mondiaux. Oui, oui. Vous voyez, c'est comme si vous disiez PSA et Renault. Ouais, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Bon, voilà. Il n'en dira pas plus, j'ai compris. Il ne veut pas se mettre à dos, c'est bienfaiteur. Allez, merci d'avoir été avec nous, Jean-Hervé Lorenzi. Donc, et au week-end, vous allez voir. Attendez, je vais dire au revoir. Il se rassoit, on lui dit au revoir, on fait les choses bien, on est en direct. Donc, Jean-Hervé Lorenzi, on rappelle les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ce week-end, on y sera évidemment. Avec une évaluation et avec des conclusions qu'on est en train de rédiger et qui vont être, j'allais dire, constructives. Moi, les débats de ceux qui expliquent qu'ils auraient fait autrement, je me dis sûrement, mais c'est inutile. Et je retiens simplement que pour une fois, une analyse assez massive des Français, c'est quand même formidable. Voilà, c'était le sagace, sémillant et volubile Jean-Hervé Lorenzi, donc président du Cercle des économistes, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, ciao. Merci.